Située dans l'archipel de la Société, Tahiti est la plus grande et la plus peuplée des îles polynésiennes. Au nord-ouest de l'île, voici Papeete, la capitale administrative, qui compte plus de 26 000 habitants. Depuis quelques années, les rues de la ville sont devenues le terrain privilégié des artistes graffeurs. Jops est l'un d'entre eux. Originaire de région parisienne, il vit en Polynésie depuis une dizaine d'années. J'ai commencé par les rideaux de fer. Je me suis fait une image avec les rideaux de fer et ensuite, les gens se sont réalisés, mais c'est bien foutu, n'empêche, ce qu'il fait sur ces rideaux de fer. On va peut-être l'inviter à l'intérieur. C'est vrai que ça a été dur au départ, hein, donner confiance à des gens. Voilà, je vais faire du graffiti. Ils ne sont pas complètement rassurés. Si je leur dis, j'aimerais bien aller graffer votre mur. Ah, du tag, mais tu vas faire quoi? Par exemple, j'ai fait un petit poisson à la japonaise là, sur le mur. Là. L'idée de Jops était simple. Il fallait égayer les rues de Papeete en remplaçant le gris des rideaux de fer par des fresques colorées. J'ai eu la chance d'être tombé sur des gens qui m'ont fait confiance parce que j'avais rien à proposer, j'avais rien à présenter au début. Et ils m'ont laissé faire leurs rideaux, 1, 2, et ensuite j'avais des photos pour montrer voilà ce que j'ai fait. Après 10 années passées à Papeete, Jops est devenu un graffeur reconnu. Ce matin, il a convié 2 jeunes artistes de Tahiti pour décorer un mur à l'état peu reluisant. Ah, les gars, allez. Pierre et Yari sont des inconditionnels du graffeur. Et aujourd'hui, c'est un peu leur masterclass. J'ai choisi ce mur parce qu'il est relativement visible. Ça, c'est important dans le graffiti, je pense, hein, de partager, voilà, être fier de ce qu'on a montré. Et aussi, il y a un souci d'esthétique, j'ai envie de dire, sans même être forcément dans le graffiti. C'est qu'on regarde ce mur, il est un petit peu en train de nous demander, s'il vous plaît, un peu de make-up, quoi. Je me bats à redorer l'image de la bombe et à boycotter la tristesse des murs. Ça amène beaucoup de plaisir des yeux et c'est juste un moyen de faire de notre quotidien quelque chose d'un peu plus sympa. D'un coup, une grosse couleur. Après avoir appliqué leur base, les graffeurs débutent les premières esquisses. Ils doivent couvrir près de 15 mètres carrés de surface. Je te laisse faire tes lettres, comme ça je vois jusqu'où tu vas. Ok. Le graffiti, c'est une sorte une évasion pour moi. Ça me permet de m'exprimer en toute légalité. Je mets mes touches personnelles, mais aussi j'ajoute des touches polynésiennes. C'est comme le tatouage, des motifs polynésiens, je rajoute dans mes fresques. Et là, c'est de là que tout le monde il voit que c'est un Tahitien qui a fait ou un Polynésien. Un mode d'expression alternatif pour exprimer d'une autre manière son attachement à la culture polynésienne. Ça représente une partie de ma vie, déjà. Vu que j'ai commencé très tôt dans le graffiti, j'ai commencé à l'âge de, je pense, de 13 ans, 14 ans. J'aimerais aussi montrer aux jeunes d'aujourd'hui qu'il y a une autre facette d'art, mais toujours en se basant sur ce qui est polynésien, à travers les motifs et tout. Jops, de son côté, a choisi de représenter un tiki, une statue traditionnelle. Moi, la Polynésie, j'en suis tombé amoureux il y a 13 ans. Les influences, c'est la nature, les animaux, les fonds marins, le végétal, la culture par les motifs, par
par tout ce qui la compose, même dans la danse, puisque les costumes font partie aussi. Les costumes sont... Et c'est vrai que le tiki va avoir une couronne de végétaux qui sont des éléments qu'on retrouve à chaque fois sur les danseurs, les danseuses. Donc, mais un petit peu funky parce qu'il a des gants de boxe. Il y a des moments, quand je graffe avec Jobs, je prends des pauses pour pouvoir regarder comment il fait ses étapes, étape par étape, quand il fait ses fresques. Et ça m'aide vachement, c'est très enrichissant. Après plusieurs heures de travail, vient l'étape cruciale du détourage. À cet instant, les graffeurs n'ont pas le droit à l'erreur. Il faut suivre le tracé qu'on avait fait précédemment et il faut le suivre parfaitement. Si tu dérapes un coup, donc c'est tout le tracé que tu dois repeindre et refaire avec la couleur du remplissage. Donc ouais, c'est une partie très délicate. Il faut être précis, retenir sa respiration quand tu traces pour avoir des traits bien respectueux. Cool. Nice, so nice. J'adore. Trop top. Quand il graffe, c'est quand même une admiration. Et j'imite un peu ses gestes quand il fait. Wow. Cool. Il n'y a pas vraiment de code, ce qui fait qu'on n'est pas soumis à quelques règles que ce soit. Et c'est vrai que quand tu prends un petit peu le temps de faire ça pour le fun, et bah du coup, enfin pour moi en particulier, qui en fait mon travail au quotidien, c'est une soupape de décompression, parce que je me lâche, quoi. Il faudra la journée entière aux 3 graffeurs pour achever leur réalisation, sous l'œil attentif des habitants du quartier. Et le résultat semble à la hauteur de leurs attentes. Ça envoie de loin, franchement. Ça leur pète à la gueule, hein. En quelques années, le travail de Jobs et des autres artistes polynésiens a porté ses fruits. Le graphe a désormais pignon sur rue. Ça amène à dire que des jeunes qui font du graffiti font pas juste des bêtises avec les bombes, on peut leur faire des trucs top. Ça amène aussi à juste faire exister des murs qui, dans notre décor quotidien, le décor urbain, était plus une pollution. Ça amène des regards curieux et des sourires. Tout simplement. Symbole de cette reconnaissance, la création à Tahiti en 2014 du festival Onohu. Un festival de création artistique qui accueille des graffeurs du monde entier. Au cœur de Papeete, les façades d'immeubles dévoilent de véritables œuvres d'art. Des fresques souvent inspirées de la culture polynésienne. Sur ce mur figure la princesse Ina, qui refusa de se marier avec le roi Anguille. Papeete est aujourd'hui une destination incontournable pour les graffeurs du monde entier. Notre voyage se poursuit dans l'archipel des Tuamotu, et plus précisément sur l'atoll de Rangiroa.
C'est le plus grand atoll des Tuamotu. Véritable paradis des plongeurs, l'île recèle des richesses insoupçonnées. Sur l'un de ces îlots, un vignoble a été planté à 400 mètres de l'océan et à 1 mètre seulement au-dessus du niveau de la mer. Une histoire qui débute en 1992, sous l'impulsion d'un entrepreneur audacieux, convaincu que l'on peut produire du vin sur un site corallien. Ce matin, Sébastien Tépenier, le directeur de l'exploitation, vient rendre visite à son équipe. Nous sommes en pleine période de taille et une douzaine de vignerons sont à pied d'œuvre. Ça va, ça se passe bien? Ouais. Bon là c'est bien, t'as bien taillé, on a un pied assez vigoureux. Par contre là tu vois, t'as toujours un petit peu de nettoyage à faire. Hein. Ouais. Là, ça faut que tu nettoies, ça va repartir là-dessus sinon, ces bourgeons-là. Celui-ci faut que tu le nettoies aussi. Voilà, et là ton pied il est propre. T'auras moins de boulot dans un mois. C'est un pari complètement fou de faire pousser des vignes sur un atoll. Il y a un certain nombre de difficultés auxquelles on a été confrontés pour la réalisation de ce projet. D'abord, c'est une première mondiale de faire pousser de la vigne sur un atoll. Donc l'éloignement, l'insularité, c'était déjà la première difficulté. La seconde, c'est qu'on est en climat tropical. Et la troisième, c'est qu'on est sur un terroir absolument inconnu, un terroir de corail. Ça, c'était les trois difficultés les plus importantes. Un pari réussi. Le vignoble compte désormais près de 6 hectares. Ici, ne sont produits que des vins blancs et des vins rosés. Tous les vignerons du domaine sont polynésiens. À la tête de l'équipe, Jacqueline Toyeraou, la chef de culture. Elle travaille ici depuis le début de l'aventure. C'est plutôt incroyable de trouver la vigne ici, en Polynésie. Et puis, ce qui nous plaît, c'est de planter les vignes, de les tailler et puis de vendanger, de récolter notre sueur. Voilà. Alors une des particularités du domaine, c'est de faire 2 vendanges par an. Pourquoi 2 vendanges? Simplement parce qu'on n'a pas d'hiver. Donc la plante n'a pas de repos végétatif. Dès qu'on a terminé de vendanger, on va tailler, en fonction de la lune notamment. Et comme il fait tout le temps une température supérieure à 10 degrés, la plante en fait, elle va redémarrer très rapidement. En 2015, les vendanges ont permis de produire 38 000 bouteilles de ce vin de corail. Il est principalement vendu en Polynésie, mais depuis 2009, on peut également trouver quelques bouteilles en métropole. Alors la particularité du sol sur l'atoll, c'est d'être corallien. En fait, la vigne pousse sur du corail. C'est pas du folklore, c'est vraiment notre terroir. Et on parle de corail, on devrait plutôt parler de coraux, parce qu'il y a différentes espèces de coraux. On a une bonne illustration ici, hein, voilà, là on voit bien que c'est du corail. On a ici ce qui reste d'un corail en branche, et là plutôt un corail de forme ronde. C'est 2 espèces différentes, on a même quelques coquillages. Et puis on voit bien ici des petits débris coralliens au milieu de la terre. Alors le corail, c'est très bon pour la vigne. Les plus grands vins blancs et les plus grands vins rosés dans le monde poussent sur des sols calcaires. Alors on a la chance d'avoir un sol calcaire unique de corail, donc on ne fait pas exception à la règle. À quelques mètres du vignoble, l'équipe de Sébastien travaille sur un autre projet tout aussi ambitieux. Ah, ça c'est de la roseau, non? Celle-là, il faut la mettre à part. Il y a quelques mois, différentes variétés de canne à sucre ont été plantées afin de produire le premier rhum des atolls.
Le responsable du projet, Olivier Duret, a retrouvé des variétés ancestrales. Alors celle-ci, on pense que c'est la canne au Tahiti. La canne au Tahiti rouge à rayures vertes. On est certain que c'est une canne ancestrale. Elle est assez difficile à tracer, on a très peu de documentation. Les Polynésiens, c'est une civilisation orale, donc on n'a aucune traçabilité avant la colonisation. À partir du moment où les explorateurs sont arrivés, on commence à parler de ces cannes-là. D'où était-elle originaire exactement? La génétique va nous le dire, on est en train d'y travailler. Il y a toujours eu de la canne à sucre en Polynésie. Elle est arrivée ici avec la migration polynésienne. C'est les Polynésiens qui l'ont amenée en partant de la Nouvelle-Guinée jusqu'ici, en sautant d'île en île. Et ils l'ont toujours perpétuée dans les familles, dans les villages. La canne à sucre a toujours eu un rôle très important ici. Et aujourd'hui, on la fait renaître. Pour l'équipe de vignerons, une nouvelle aventure commence. Il leur faut apprendre de nouvelles techniques et de nouveaux savoir-faire. Jacqueline, la chef de culture, a été l'une des premières à s'investir dans ce projet. Il faut savoir tout faire ici. Ah oui, savoir tout faire et puis aimer ce qu'on fait. Ce que j'aime le plus, c'est manœuvrer mon couteau là. Toujours impressionner et puis se faire respecter. Voilà. Et puis là, avec Naomi, on est les deux seules femmes qui travaillent avec tous les copains là qui sont là. Et c'est facile? Oh, au début, non, c'est pas facile. Pour une femme, non. Mais après, quand tu apprends le métier, ça va doucement et puis ça va vite après. Aujourd'hui, l'équipe prépare les boutures qui permettront de voir jaillir sur l'atoll une plantation de canne à sucre de près de 2 hectares. Voilà, parfaitement, tu le mets bien sur le côté. C'est celui-ci le plus beau, il va sortir en premier. Là, ça va repousser. Chaque œil de la canne va produire une tige. Et cette tige va ensuite en produire d'autres par elle-même. Et d'ici là, on aura sur chaque œil 5-6 tiges de canne à sucre qui seront bonnes à récolter d'ici 1 an à peu près. Ce projet, au départ, c'est une idée d'une bande de fous qui avait avant fait la vigne et qui, là, voulait relancer la production de canne à sucre en Polynésie. Donc, on est parti dans les vallées, on a retrouvé les cannes à sucre, on a trouvé le lien très fort des Polynésiens avec cette canne à sucre. Et du coup, on a mis un nom sur ce projet qui est Manao. Manao, c'est penser en tahitien. C'est aussi la composante du mot se souvenir. Et du coup, on s'est souvenu de ces cannes à sucre anciennes, du travail qu'avaient pu faire les navigateurs polynésiens pour l'amener ici. Et on l'a pensé à notre façon pour créer un rhum polynésien, nouveau et très différent de ce qu'on peut connaître ailleurs. Le début de la production est prévu pour le mois de mars 2017. Tous les voyageurs qui viennent en Polynésie française le savent. On ne peut quitter ce coin de paradis sans en repartir avec un collier de coquillages. Nous prenons la direction du village de Tiputa, l'un des plus grands villages de Rangiroa. C'est ici que vit Esther Lenoir. Cette institutrice à la retraite est l'une des mamas qui réalisent les célèbres colliers. Des colliers offerts à tous les visiteurs en partance. C'est la coutume d'ici parce que quand ils arrivent, on offre des couronnes de fleurs. Et au départ, on offre des colliers de coquillages parce qu'ils peuvent garder en souvenir. Tous les coquillages avec lesquels Esther confectionne ses colliers proviennent de Rangiroa. Les poupous, ces petits coquillages de couleur orange, sont ceux qu'elle utilise le plus. Il lui en faut 500 pour réaliser un collier. Voilà. J'ai appris ici, en voyant une mamie faire, et j'étais venue à côté d'elle. J'ai appris au début, c'est dur, hein. Alors je finissais pas un collier par jour, hein. Parce qu'il faut apprendre à piquer.
faut piquer un peu au fond. Moi, quand je suis en forme, je peux finir en 15 minutes. Il y a des jours, on n'est pas tout le temps en forme. Hein. Ouais. Enfin, dans la journée, je peux finir 10 colliers, si je ne fais que ça. La plupart de ces colliers sont vendus aux prestataires touristiques qui les offrent à leur tour à leurs clients. Mais aujourd'hui, cette tradition est menacée par le manque d'artisans et la concurrence de produits importés des Philippines ou d'Indonésie, 4 à 5 fois moins chers que les colliers locaux. Je pense que c'est pas une bonne chose. Faut pas perdre la culture. Faut la garder. Faut la faire perpétuer, quoi. Hein? Si les jeunes ne vont pas prendre la relève, faut bien qu'il y ait quelqu'un qui continue ça. Et bien voilà un collier. Des jeunes prêts à prendre la relève pour sauvegarder le patrimoine culturel polynésien, c'est aujourd'hui l'un des grands enjeux du territoire. Nous partons au sud de Rangiroa, dans ces parties de l'atoll éloignées des villages, qu'on appelle le secteur. On y pratique la perliculture ou le travail du copra, utilisé dans la fabrication de l'huile de noix de coco. C'est également ici que sont ramassés les coquillages. Plusieurs mois par an, la famille Richemont s'installe près de ces carrières, où se trouvent les fameux poupous. Ben là, on gratte un peu. On voit un petit peu les coquillages qui sont là. Ils sont cachés dans le sable, un peu partout, même entre les graviers, tu vois aussi. Ben, t'en as un là, t'en as ici. Ben, c'est un peu partout, c'est éparpillé. Donc ce qu'on fait, on gratte le gravier qu'il y a là-dessus et en même temps on tamise un peu. Et voilà, on est à la première étape. Il y en a encore 4 autres pour pouvoir bien terminer le travail comme il faut. Là, je suis en train de tamiser, d'extraire le sable pour pouvoir séparer le sable et les coquillages. C'est très difficile. Mais ça me va. Personnellement, même moi, je suis émerveillé par ces coquillages, hein, depuis tout petit. Hein. Et je me plains pas. Là, c'est bon. Georges Richemont vient dans ces carrières depuis l'enfance. C'est son père qui lui a transmis la passion du métier. On va séparer les graviers d'un côté et les coquillages d'un autre. Ça prend au moins une semaine, non? Il faut beaucoup de courage hein, pour faire ce travail. Il faut avoir une mentalité d'acier pour faire ce travail. Et si tu viens sur un coup de tête, ah non, c'est bon, c'est fini, je l'emballe et puis je rentre. Dans quelques années, Terry, le fils de Georges, prendra peut-être la relève de son père. Après avoir passé près de 4 heures dans la carrière, Georges doit regagner le lagon pour poursuivre le tri des coquillages. Un travail harassant qui trouve sa récompense dans ce décor paradisiaque. Les coquillages seront vendus en bouteilles de 1,5 litre sur les marchés de Polynésie. Pas de quoi faire fortune, mais ce n'est pas la priorité de Georges. À sa manière, il participe à la préservation du patrimoine culturel polynésien. Lorsque je travaille ici, je ressens le bonheur et la paix.
Pour moi, c'est le paradis ici. Même si c'est dur comme travail. Même si c'est dur, c'est le paradis. Il n'existe pas de mot pour désigner la nature en langue tahitienne. L'homme et son environnement font partie d'un tout indissociable. Et c'est peut-être dans cette humilité que les Polynésiens ont trouvé leur philosophie du bonheur.